pour moi, c'est exécution et vision. Après, je parle de leadership au sens construction d'une boîte. Bonjour et bienvenue dans le podcast My Own Leadership. Je m'appelle Alexis Eve et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership. De leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut. On a accompagné 300 startups, il y a à peu près 325 aujourd'hui. Et si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention, et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.yaniro.co/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Noé, comment vas-tu ? Très bien, merci, et toi ? Bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir sur cet épisode du podcast My Own Leadership de Yaniro. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et d'un point de vue conditions d'enregistrement, je pense qu'on peut le dire, hein, on est arrivé à une période où on a presque pris nos marques dans le distanciel. Donc, retour à nos nouvelles habitudes de podcast. On enregistre à distance. Je suis dans ma chambre, pour être tout à fait honnête. Toi, tu es où ? Tu es chez toi ? Tu es au bureau ? Alors moi, j'ai la chance d'être confiné à la campagne. Effectivement, j'allais te dire, ouais, c'est presque une situation habituelle. Alors pas la campagne pour moi, mais le fait d'être confiné, ouais, on est presque, comme tu le dis, on est presque revenu à nos habitudes. Ouais. Ouais, et puis Noé pourrait en parler, mais je pense que assez tristement, le process d'enregistrement des épisodes du podcast de Yaniro à distance sont maintenant très bien rodés. Je pense que Noé a eu l'impression qu'il y avait de l'habitude de l'autre côté du micro quant aux étapes avant d'enregistrer. Exactement, ouais, super bien rodé. Bravo aux équipes, bravo à la régie de 40 personnes qui est derrière toi. Tout à fait, ouais. Alors Noé, toi, tu travailles au sein de Race Sherpa, d'une équipe donc que tu animes et pilotes. Je vais te laisser en parler un petit peu parce que, et je l'expliquerai juste après à nos auditeurs et auditrices. Là, on va être dans un épisode un petit peu différent et un petit peu poupée russe où ce qui est intéressant, c'est tout autant ton rôle au sein de l'équipe de Race Sherpa que ce que tu vois au quotidien. Alors, vas-y, dis-nous en plus. Ouais, et puis j'en profite aussi je t'en ai parlé un petit peu avant, mais je suis un petit peu bavard, donc n'hésite pas à me cadrer quand il faut ou à me rediriger. Mais en tout cas, je me lance pour ce qui est de Raise Sherpa. Donc en gros, Raise Sherpa, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle Raise, hein, qui est un peu plus large, qui a été fondé par Clara Guémard et Gonzague de Blinière. Le groupe Raise, aujourd'hui, il est centré autour d'activités d'investissement. Donc aujourd'hui, il y a 4 activités d'investissement. Et la particularité chez Raise, c'est que les équipes d'investissement, donc vraiment les équipes qui font les deals, aujourd'hui il y a une équipe de venture, il y a une équipe qui fait de l'investissement immobilier, il y a une équipe de grosse LBO et il y a une équipe qui fait de l'impact investing. Eh bien, toutes les équipes abandonnent 50% de ce qu'ils sont censés récupérer sur les plus-values quand ils génèrent des bons deals pour l'abandonner au profit d'une fondation qui s'appelle Raise Sherpa. Et donc ça, c'est l'entité que je pilote. Et donc nous, aujourd'hui, Raise Sherpa, on se définit comme un accélérateur philanthropique. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire qu'on propose des programmes d'accompagnement et de financement 100% gratuits à destination donc d'entreprises, de jeunes entreprises, des startups, qui sont plutôt positionnées en phase de post-amorçage. Et donc ça implique qu'on accompagne les boîtes du post-seed à la série B ou de plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs millions. Ouais, et donc toi, l'équipe que tu pilotes, vous êtes 8, c'est ça ? Ouais, exactement. On est 8. On est 8 et l'activité, elle est centrée autour de 4 grands piliers. Ça, je l'ai pas précisé. Mais aujourd'hui, on fait du financement. Donc, on va faire essentiellement du non dilutif. Donc, on ne rentre pas au capital sur des montants de à peu près 100 000 à 500 000 euros. On va proposer de l'accompagnement sous forme de mentoring. Et ça, c'est un exercice que tu connais bien. Donc, soit ça va être du mentoring en one-to-one, soit ça va être du mentoring en one-to-many en format workshop. On propose tout un réseau aussi pour accompagner nos boîtes sur du business avec des grands groupes, pour aller lever des fonds avec des VC, pour aller aussi chercher des relais auprès des banques. Puis on a toute une partie événementielle avec des événements thématiques qui regroupent plutôt format conférence qui regroupe une centaine à chaque fois de personnes dans l'auditoire. On a des clubs d'entrepreneurs aussi, etc., etc. On fait plein de trucs sur ces 4 grands piliers.
Et alors pour avoir eu le grand plaisir de travailler avec plein de monde dans les équipes Race Sherpa, c'est vraiment un bonheur. J'en profite pour faire un petit coucou à Laure, Ingrid, Sagar et Violette, hein. Merci, on se sent vraiment très bien quand on Ouais. travaille avec vous. Et je n'ai pas rencontré les autres, mais je suis sûr que j'aurai autant de bien à en dire. Peut-être pour donner une idée, au sein de Race Sherpa, depuis que toi, tu es dedans, vous avez vu passer combien de boîtes dans les grandes lignes? Ouais, c'est un bon point, tu as raison, c'est vrai que j'en ai même pas parlé. C'est vrai enfin, en gros, on est opérationnel depuis 2015. On a accompagné 300, plus de 300 startups, je dirais à peu près 325 aujourd'hui. Donc, à la fois sur du financement et aussi sur tout ce qui est extra-financier, parce qu'on propose de l'accompagnement à des boîtes qu'on n'a pas forcément financées. Voilà, sur le financement, on en a financé 76 pour être exact, dont des Mano Mano au tout début, Miro au tout début, Welcome to the Jungle, Phoenix, LNC, Legal Start, Chef Club, Teddy Bear, et j'en passe et j'en oublie plein. Mmh. Et donc alors pourquoi je te pose la question? Parce que ça va être vraiment l'idée de cet épisode. On a un peu brainstormé avec Noé et on s'est dit qu'il y avait, quelque chose qui était très intéressant. C'est que finalement, Noé et ses équipes, par, leur métier, vous avez vu passer plusieurs centaines de boîtes qui sont passées, de l'étape, quasiment, caricature de 2 personnes dans un garage, hein. Vous êtes en pré-seed, donc c'est en post-seed, donc c'est un petit peu plus tard que ça, mais tout de même, jusqu'à, des grosses envolées. Et on s'était dit que c'était intéressant de refaire un peu le parcours de l'évolution du leadership des entrepreneurs, même s'il n'y a pas de théories qui sont toujours valables, hein. C'est la bonne vieille histoire de la carte et du territoire. Le territoire, on ne le connaît pas, mais on peut avoir des cartes pour essayer de le dessiner. Et de quelque part, reprendre un peu étape par étape ce qui est censé arriver à des entrepreneurs quand les boîtes grossissent, et quelque part comment ils sont censés se développer à la même vitesse que leur boîte. Et je pense qu'on ne manquera pas de faire de temps en temps le parallèle avec Race Sherpa, qui est en tant que Mhm. tel une équipe, voire même d'autres expériences que tu as pu avoir. Mhm. Ouais, effectivement. Alors, c'est vrai que bon, nous, on est 8, hein, donc le parallèle se fera. Alors, faudra prendre en compte que il y a une petite différence en termes d'échelle de comparaison, ça c'est sûr. Mais oui, effectivement. Et puis d'ailleurs, par rapport à l'équipe, hein, tout à l'heure, tu n'as pas mentionné parce que tu les as pas rencontrés, Sarah et Maxime, et puis Anne-Sophie, bien sûr, avec qui je co-dirige la fondation. Donc, j'en profite pour tous les remercier, comme tu as mentionné l'équipe. Ouais, très bien. Mais on en revient à ta question. Effectivement, alors il y a pas mal d'éléments dans ce que tu évoques. C'est vrai que bon, je vais essayer d'y répondre en en adoptant un peu une vision macro et en me servant un peu des discussions et de ce que nous on a pu voir avec pas mal d'entrepreneurs maintenant. En gros, c'est l'exercice enfin on va dire de théorification de tout ça. Pour moi, il y a trois grandes étapes un peu dans ce qu'on a pu voir dans le développement des startups, et je vais essayer de mettre ça un peu sous l'angle des aspects managériaux et du leadership. Ouais. Pour moi, il y a une première étape qui est un peu l'étape classique, et là, je vais rentrer un peu dans des clichés, qui est un peu l'étape garage, comme tu le mentionnais. Mais c'est l'étape de validation des théories pour n'importe quel entrepreneur, où il y a un embryon ou un début d'équipe. On est généralement moins de 10 dans la boîte. On mange des pizzas le soir après le taf, on boit des bières. Il y a un fonctionnement très horizontal, ce qui est normal, et un management qui est plutôt à la tâche, puisqu'on est vraiment focus sur la construction et des premières étapes du produit. Et on essaie de shaper vraiment le produit et de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre l'exécution et la vision que portent généralement le ou les entrepreneurs. Alors attends, est-ce que à ce stade, parce que moi je suis un gars hyper curieux, est-ce que tu es à l'aise si je te pose plein de questions sur les étapes les unes après les autres pour garder un peu de mystère sur l'évolution? Comme ça, on suit presque une saga avec les épisodes. Ouais, si tu veux. Après, il faut prendre en compte que nous, c'est l'étape qu'on connaît le moins bien, dans le sens où, Et bah comme du je te coup, c'est l'ai un dit, épisode qu'on fera rapidement. non, mais c'est comme nous, on accompagne post-amorçage, c'est vrai que c'est une phase de la vie des boîtes sur laquelle on est moins présente, même si on compte pas mal de boîtes assez early. Mais je t'en Ouais. prie, ouais, je t'en prie. Allez, donc en fait, donc cette fameuse étape garage, finalement, si tu devais souligner les qualités clés des leaders, des fondateurs, fondatrices, des managers, enfin c'est un peu les mêmes, hein, Mhm. euh, à cette étape-là, c'est quoi? Quelle est la définition d'un bon leadership de la phase garage pizza quelque part? Bah, je pense que cette phase-là, justement, je pense que c'est la phase où l'entrepreneur doit être vraiment product driven. Et on en parlait un petit peu avant, mais je te parlais un peu de ce paradoxe du product CEO qui a été théorisé par Ben Horowitz.
Et je pense que c'est vraiment la phase où justement l'entrepreneur doit être focus produit, produit, produit. Je pense qu'en termes de leadership, comme je décrivais, le fonctionnement est quand même assez horizontalisé. C'est généralement les premiers profils, tu le sais probablement mieux que moi, des personnalités assez jeunes. Et les fonctions de leadership sont peut-être un peu moins prégnantes que sur les phases plus en aval de développement de la startup. Ouais, donc là, c'est coller au produit, délivrer rapidement et quelque part le leadership. Enfin, moi, je vais le dire, c'est pas toi qui viens de le dire, mais peut-être tu seras d'accord ou pas. Ça tient essentiellement à déjà être capable de bosser correctement avec les autres horizontalement, quoi. Ouais, c'est ça, et puis surtout d'embarquer les autres au sein de ta vision. C'est-à-dire que n'importe quel entrepreneur, et c'est ce que cherchent tous les investisseurs, tous les accélérateurs, tous les incubateurs, c'est un entrepreneur qui porte une vision forte sur un produit, sur une idée. Et voilà. Et puis après, c'est de ce point de vue-là, c'est bon. Après, ça, on en vient un peu à l'externe. C'est pas forcément vis-à-vis des équipes qu'il faut faire ressortir ces qualités-là, mais ça va être soit des fast learners, donc des gens qui vont embarquer les autres avec eux parce qu'ils ont une soif d'apprendre et qui sont toujours en phase d'apprentissage, et que c'est probablement des entrepreneurs qui arrivent à devenir experts en une semaine d'un sujet, ou soit des bêtes d'exécution, donc des personnalités qui sont get shit done, et qui ont Mmh. toujours à cœur d'exécuter la vision, quoi. Et alors petit, ça c'est ce que je pense être un mythe en startup qui a la peau dure, mais c'est rigolo. Donc tu considères que, enfin c'est là on parle, soyons très clairs, un disclaimer, Mhm. on parle de nos avis respectifs à Noé, et Alexis, hein. Donc Ouais, très c'est important. Ouais, on n'est ouais. pas des évangiles, mais par contre Mhm. on a un métier qui fait qu'on est exposé à beaucoup d'entreprises, donc on se fait des convictions qui évoluent avec le temps. Tu disais product driven, donc est-ce que le mythe selon lequel le CEO, ça doit être le premier vendeur de la boîte et donc doit être très sales driven est finalement pas toujours applicable? Comment tu le vis ça? Euh, Compliqué, hein? ouais, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Je pense que sur les premières étapes de la boîte, je pense que c'est quelque chose qui se vérifie. Et dans tous les cas, concrètement, il n'y a pas trop le choix, hein. Après, je pense que sur la deuxième étape, et j'y viendrai un peu, qui marque un peu le début de la hiérarchification de la boîte, il faut que l'entrepreneur, dans tous les cas, arrive à trouver un équilibre entre toutes les fonctions de la boîte et en faire en sorte que ce soit une machine bien huilée, et que toutes les fonctions de l'entreprise s'imbriquent bien. Euh, je pense que c'est vrai au début, mais au fur et à mesure qu'on passe des étapes, il faut que ça soit de moins en moins vrai. Et c'est Mmh. de la même manière que c'est le cas sur le produit. En fait, et ça c'est le passage un peu au company CEO. Il faut enfin non, il faut rien. Et encore une fois, comme tu le disais, hein, ça n'engage que moi et je ne me considère pas expert de quoi que ce soit sur le sujet. Mais de ce que j'ai pu, en tout cas, entrevoir, et des discussions que j'ai pu avoir avec l'entrepreneur, c'est que rapidement, si l'entrepreneur est effectivement le premier vendeur de la boîte sur les premières étapes, il faut rapidement qu'il passe à l'étape supérieure, ou qu'il faut qu'il trouve un équilibre, en tout cas, entre les différentes fonctions du développement de sa boîte, quoi. OK. Ça, même s'il y a pas de règle absolue, le marqueur de la fin de cette étape, garage pizza, c'est quoi? C'est un nombre de personnes? C'est un product market fit? C'est, un chiffre d'affaires? C'est, Ouais, la boîte mail qui explose? C'est quoi? ouais, on pourra revenir d'ailleurs sur le concept de product market fit. Bon, je sais que c'est pas forcément l'objet du podcast, mais c'est un concept auquel moi j'ai un peu du mal à croire, le product market fit, parce que d'ailleurs ça implique qu'il y a un peu un avant et un après. Et généralement, quand tu atteins ton product market fit, il y a peu d'entrepreneurs qui s'en rendent compte. Plutôt a posteriori, ils vont dire ah oui, en fait 12 Ah oui, c'était mois, là. ouais voilà, 12 mois après, ah oui c'était là en fait. Donc ce concept-là, c'est assez galvaudé. Moi j'y crois pas trop. Et quand tu discutes avec quelques entrepreneurs, généralement, c'est quand même quelque chose dont ils se rendent compte a posteriori. Mmh. Et pour répondre à ta question, donc pour pas trop non plus dériver, ouais, moi j'aurais tendance à mettre un nombre de personnes parce qu'il faut. Après, je pense que tu as l'aspect un peu quanti, qui est de se dire bon, de 0 à 10, tu gardes un mode de management très horizontal, et puis un peu tout ce qu'on a décrit avec l'étape un peu garage, même si bon, j'aime pas trop dire ça. Et je pense que rapidement, dès que tu commences à dépasser les 20 personnes, là tu rentres dans une nouvelle phase. Tu rentres dans une nouvelle phase, et je pense qu'il y a ce côté quanti, et il y a aussi ce côté un peu quelle posture, moi entrepreneur, je m'impose vis-à-vis de mes équipes une fois que je passe ce step-là. Mmh. Donc il n'y a pas que forcément le nombre de personnes, mais c'est aussi l'entrepreneur qui prend conscience que lui doit évoluer dans son rôle de leader. Et donc voilà.
Alors moi, je partage une grille de lecture qu'on utilise en interne au sein d'Yaniro. On considère que le point de bascule, c'est très souvent quelque part autour de 15 personnes et qu'il y a un indice qui nous aiguille là-dessus, c'est qu'il n'y a pas un seul sport d'équipe qui se joue à plus de 15. Donc ça Mmh. veut bien dire qu'il se passe quelque chose autour de 15 et que tu peux plus fonctionner en flat et que tu es obligé de créer quelque part une organisation. Mmh. Donc c'est pas un absolu encore, mais on observe très souvent cette espèce d'effet, surtout sur les primo-entrepreneurs, de dire bon bah j'ai créé une boîte, c'était un peu comme une famille et on est obligé de la transformer en organisation et ça se passe pas souvent si simplement d'ailleurs. Ouais, exactement, ouais. Ouais, alors sport d'équipe, plus de 15, tu parles de sur le terrain, hein? On est bien Oui, d'accord? tout à fait, ouais, Ouais, absolument, ouais. au même moment. Ouais, ouais, très bien, OK. Oui, oui, je sais que tu es un grand sportif, donc je n'hésite pas à être à bien affiner ce qu'on dit. Ok, donc là, si je reprends cette phase-là, qui est la phase que peut-être qui est un peu celle avant, celle que tu côtoies le plus, moi, ce Mmh. que je retiens avec mes mots, c'est que quelque part, le leadership, c'est pas encore ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est de faire et d'arriver à bien travailler, et que à la limite, si on voulait pointer des éléments de leadership, c'est cette casquette de capitaine, ce qui fait que l'entrepreneur porte un cap et est capable de le partager et d'embarquer et suffisamment curieux et soif et soif d'apprentissage pour évoluer rapidement. C'est ça? Ouais, pour moi, c'est exécution et vision. Après, je parle de leadership au sens construction d'une boîte. Bien entendu, tous les bons entrepreneurs anticipent un peu les coups d'après. Mais ouais, pour moi, c'est exécution et vision, ouais. Ok, donc là on a terminé l'épisode 1. Netflix nous suggère de faire l'épisode 2 dès maintenant. Et ben on va le faire, on est parti sur la lancée. Qu'est-ce qui se passe après l'étape Pizza Garage? C'est quoi le Ah, stade 2? alors là, c'est l'étape où enfin, c'est l'étape selon moi, hein, où ça devient marrant. Et où ce que j'ai pu observer, des discussions qu'on a pu avoir aussi avec l'équipe, avec pas mal d'entrepreneurs, c'est un peu le début de la hiérarchification. Donc tu rentres un peu dans une phase où généralement, de ce que nous disent les fondateurs, il y a un peu un changement de posture, c'est-à-dire une prise de conscience que il va falloir faire scaler l'organisation, il va falloir mettre potentiellement en place une team de leadership, une leadership team pardon, et qui elle-même peut-être sur la phase d'après devra mettre en place une leadership team également. Et en fait, ce qui se passe, c'est marrant, mais il y a donc ce changement de posture et c'est un peu un mode j'accueille et j'onboard des nouveaux collaborateurs et c'est tu délivres et si tu délivres pas, c'est que t'es pas forcément à la bonne place et que t'es peut-être pas dans la bonne organisation. Et il y a un peu les premières difficultés du passage d'un management à la tâche versus un management à l'objectif. Donc management à la tâche qui est plutôt un peu le rôle que peut avoir un fondateur sur les premières étapes versus un management à l'objectif parce que concrètement, si tu construis une leadership team, c'est que tu dois plus manager à la tâche. Et donc là, c'est le début un peu des premières difficultés et le début du fameux paradoxe dont je parlais, du product CEO. Donc je peux un peu rentrer dedans. Hein, Ouais, bien sûr. je t'ai dit que c'était bavard, mais en gros, donc c'est un concept que probablement beaucoup de gens connaissent. Hein, le fameux paradoxe du product CEO. En gros, qui explique que sur les premières étapes de la boîte, comme je te l'ai raconté, l'idée c'est de trouver une adéquation entre exécution et vision, et donc de rester très product driven. Ensuite, et au fur et à mesure que la boîte grossit et que le produit premier gage de succès, on est donc amené à recruter pas mal de personnes. Et ce qui se passe, c'est que l'entrepreneur reste très très impliqué dans le produit, dans les moindres détails, et les salariés commencent à être frustrés. Et ça, c'est Ben Horowitz qui l'explique, hein, d'ailleurs en citant des exemples de frustration de salariés qui se plaignent un peu de la trop forte implication du CEO ou du fait qu'il explique peut-être un peu trop aux salariés comment faire Hmm. ou comment ils devraient faire quand il n'est pas là. Et donc du coup, ce qu'il explique d'ailleurs c'est un bel article de TechCrunch, ce qu'il explique dans la fin de l'article, c'est qu'en gros, ce qui se passe, c'est que le CEO en réaction à tout ça, d'un coup, de manière un peu brutale, délaisser un peu la partie produit en se disant bon faut que je m'occupe des autres fonctions d'entreprise, sales, marketing, RH, blablabla. Et en fait, le fait qu'il délaisse le produit un peu trop brutalement, ça a un impact encore plus négatif que cette espèce de micromanagement auquel il avait recours auparavant. Et donc du coup, ça, il explique dans cet article hyper intéressant que les CEO qui voient passer, qui sont des bons CEO entre guillemets, ce sont ceux qui arrivent à trouver un bon équilibre entre rester dans les
grandes décisions et rester essentiel dans les décisions liées au produit, toutes les autres fonctions de l'entreprise où il faut qu'un entrepreneur ou qu'un CEO soit impliqué. Et c'est vrai que cette étape-là, elle fait écho à une histoire que m'a raconté un entrepreneur. Donc c'est une boîte d'ailleurs qui a levé en cumulé pas loin de 20 millions, qui emploie aujourd'hui pas loin de 60 personnes, 60-70 personnes. Et il m'expliquait que lui, quand il est passé un peu de cette phase 1 à cette phase 2, je le citerai pas par respect, et ben il a un peu, et pour démontrer que c'est quand même d'une certaine complexité à gérer pour un entrepreneur, il est passé du coup de ce mode de management très horizontal où il était très en mode terrain, proche des équipes, etc., etc. Et faut que j'arrête de dire etc., etc. Je pense. Donc très proche des équipes en mode terrain et que d'un coup il s'est dit bon, l'organisation commence à se développer, je commence à structurer des équipes, il faut peut-être que je me détache un peu du terrain. Et une des décisions qu'il a prises, c'est donc de se prendre un bureau seul, voilà, comme beaucoup de CEO, beaucoup de dirigeants. Les équipes ont commencé à me prouver qu'il avait changé de posture, à lui dire ouais, t'as changé, tu t'éloignes un peu des équipes, t'es moins proche du terrain, etc. Et il y a même eu un surnom concernant son bureau qui était le bureau de verre. Personne n'osait plus aller parce que justement il était dans une autre posture, une autre dynamique. Il se préparait un peu à ce fameux paradoxe du product CEO pour essayer de contrer au maximum le truc. Et ce qui est marrant, c'est quand il a recruté son premier VP. Donc la taille de boîte, c'était à peu près ça, c'était à peu près une vingtaine de personnes. Il a recruté son premier VP. Donc première personne avec un peu d'expérience, plus de 30 ans, etc. Le mec est arrivé et en gros, lui il rentrait dans le bureau, il me posait des questions, il allait le voir, il demandait des trucs, il validait des trucs, un peu tous les jours, quoi. Et les gens autour disaient ah ouais, tu vas dans son bureau, mais attends, nous on n'y va plus, machin. Et puis ils disaient non mais faut arrêter, les gars, le bureau il est ouvert, il n'a pas changé, vous voulez rentrer dans son bureau, vous rentrez, vous voulez demander un truc, vous lui demandez ce qu'il fait ce week-end, vous lui demandez. Enfin, voilà quoi. Et ça a un peu cassé cette dynamique qui avait pas mal frustré d'ailleurs l'entrepreneur. Quand il m'en parlait, en tout cas, il avait l'air assez frustré. Et c'est assez marrant à raconter. Et c'est de voir que c'est hyper complexe, c'est hyper difficile quand un entrepreneur est en train de construire sa boîte et ses équipes, de passer d'une étape à l'autre. Ouais, alors je peux prendre un petit peu juste l'anecdote pour raconter juste quelques témoignages, sans trop m'étendre, hein, parce que mais en gros, tu as raison, il y a un point qui est compliqué, c'est que sur les sujets de la délégation, qui est un peu central dans ce dont tu parles, hein, d'un point de vue général, on entend beaucoup parler du micromanagement et globalement, tout le monde voit très bien ce que c'est que le micromanagement. Normalement, il y a beaucoup de gens qui ont déjà été micromanagés et qui savent que c'est l'horreur. Et le micromanagement, on sait le décrire assez simplement. C'est quand quelqu'un te dit non seulement ce que tu dois faire, mais en plus comment tu dois le faire. Et que, en gros, on est en train de regarder les virgules de tes mails, enfin, tu te dis, mais t'as pas autre chose à faire, quoi. Et en fait, ce que beaucoup d'entrepreneurs ne voient pas, et il y a des profils qui sont particulièrement sensibles à ça, c'est des profils qui se pensent très bons pour laisser de l'autonomie aux gens, c'est qu'à l'autre bout du spectre, il y a le non-management, c'est-à-dire l'autonomie et la liberté totale laissée aux équipes, qui est l'équivalent de jeter quelqu'un dans la piscine en disant tu te débrouilles, on se retrouve à la deadline, et si c'est bien, c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas bien. Ça, juste un petit moyen mémotechnique, une image que vous pouvez garder en tête si vous vous sentez concerné par ça, c'est que c'est vraiment du non-management. C'est-à-dire, si vous êtes dans ce niveau d'autonomie, en réalité, la personne n'a aucune valeur à vous utiliser et serait tout aussi bonne toute seule. Et c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez être capable d'aider la personne sur le chemin sans la micromanager. Et alors, d'un point de vue pratico-pratique, comment on fait ça? Il y a pas mal de littérature et de bonnes pratiques sur le sujet de témoignages d'entrepreneurs. C'est ni plus ni moins que d'assurer sur les projets qu'il y a des points d'étape, en fait, de pouvoir échanger avec la personne, pas pour le contrôler, mais pour pouvoir partager votre connaissance d'homme ou de femme du terrain que vous étiez avant. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que je pense que enfin, tout ce qu'on raconte hein, sur les histoires d'équilibre, de vision, d'objectif, de management à la tâche versus management à l'objectif justement, c'est hyper lié à ce que tu racontes. Et c'est toute la difficulté pour l'entrepreneur de se muer et de faire en sorte qu'il se détache suffisamment du terrain, mais pas non plus trop pour, comme tu le dis, ne pas enfin, montrer qu'il est complètement détaché des opérations. Et l'importance, en tout cas, de ce que tu dis, enfin là où moi je décèle l'importance, c'est la construction de sa première leadership team. C'est-à-dire être sûr que dans sa leadership team, il y a effectivement des leaders. Et bon, là, j'apprends rien à personne, mais l'idée c'est de recruter des gens qui sont déjà passés par les étapes précédemment dans une autre vie, dans une autre organisation,
parce que on apprend plus vite quand on apprend auprès des meilleurs, ça c'est sûr. Mais cette étape-là, elle est cruciale. Et surtout, il faut aussi bien prendre conscience que cette première première leadership team, elle est généralement hyper importante dans les boîtes et dans les startups que nous on accompagne parce que c'est en fait généralement les entrepreneurs se rendent compte dans cette phase 2 que c'est parfois le cas. Les collaborateurs comment dire, des débuts sont pas forcément ceux qui feront la boîte à horizon 5, 7, 10 ans. Et donc, du coup, il faut vraiment arriver à se projeter tout en se collant à la vision quand on recrute cette première leadership team et se dire c'est vraiment eux qui emmèneront la boîte à la prochaine étape. Mmh. Donc quelque part, tu me dis, si je reformule, en tout cas si tu retombes sur tes petits, si tu retrouves tes petits ou si tu retombes sur tes pieds, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les 2. C'est que quelque part, là où dans la première étape, il y avait surtout besoin d'une casquette de capitaine qui montre la vision, et cetera. En plus de cette casquette de capitaine, cette nouvelle étape, les fondateurs, fondatrices ont besoin d'avoir une casquette d'architecte où ils construisent l'équipe, à commencer par la première étape, donc à savoir bien les choisir, bien les onboarder, bien les organiser, et cetera, Mhm. quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et moi d'ailleurs, je me permets de faire une petite digression, mais enfin, il y a une chose que j'ai remarqué ou une petite problématique, c'est justement d'opposer un peu alors je vais expliquer tout ça, hein, mais d'opposer un peu la construction d'équipe en funnel. On parle beaucoup de funnel dans le langage de startup au cycle, qui est pour moi un peu plus vertueux dans la construction des équipes. Et donc pour faire écho à ce que tu dis, c'est vrai que souvent les startups sont organisées en funnel, c'est-à-dire qu'on parle de funnel pour la stratégie d'acquisition client, on parle de funnel sur le recrutement, on parle de funnel un peu à toutes les sauces, ce qui veut dire entonnoir en français, et ce qui marque quand même qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Et en fait, je trouve que ça peut amener aussi dans cette étape un peu cruciale de la première hiérarchification, les entrepreneurs à créer des équipes un peu silotées, un peu taylorisées, et donc du coup de pas forcément voir le bien qui peut y avoir à créer plutôt des objectifs communs et d'essayer de créer des cycles. Donc je m'explique. Typiquement sur le recrutement, on pourrait dire que le premier funnel de recrutement, c'est de se dire j'attire des talents, je les recrute, je les onboard et boum, ils délivrent. Le cycle serait plutôt de voir la manière de la chose suivante, à savoir il y a toute cette étape là, mais ensuite je continue de les nourrir, mes talents. Je continue de faire en sorte qu'ils se développent personnellement et professionnellement. J'en prends soin et peut-être que le jour où ils partiront, s'ils partent pas tant mieux, mais le jour où ils partiront, au moins ça fera des ambassadeurs de la marque employeur. Et derrière, ça viendra alimenter un cycle et ça viendra attirer d'autres talents. Et donc du coup, je trouve qu'il y a un peu un biais psychologique aussi sur cette étape-là, de se dire, on sort un petit peu de, comment dire, un peu de la dictature de l'exécution pour penser de manière un peu plus cyclique et peut-être Mmh. moins de manière funnellisée, quoi. Pardon Ouais, pour ouais, le mais temps que j'ai dit. c'est vrai que chez les entreprises qui ont vraiment donné le sentiment d'avoir craqué cette question-là, notamment, elles voient, cette évolution comme un flux complet. C'est-à-dire le recrutement, c'est du pré-onboarding, l'onboarding, c'est le début, de la formation continue et du développement RH, et cetera, et cetera. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Bon, donc là, en fait, je caricature à très, très gros traits, mais en plus du côté, très vision et puis de continuer à bien s'entendre avec tout le monde, autant que possible, on attend là du CEO, qui passe beaucoup de temps à recruter, à commencer par les meilleurs et sans relâche d'arriver à déléguer au bon niveau, tout en n'étant pas complètement absent. Alors, j'ai bien compris qu'il y a un 3e chapitre, hein. Comment est-il ce 3e chapitre et quand est-ce qu'il arrive finalement? Ouais, alors moi c'est là où j'ai le plus de mal à le situer, mais je dirais que c'est aux alentours des 50-60 personnes. Mais en fait, ça va être le moment où ta leadership team que toi tu as conçu en tant qu'entrepreneur. Et encore une fois, hein, tout ce que je raconte, c'est basé sur de l'empirique, hein, et des conversations que nous on peut avoir et de ce qu'on peut voir en termes de retour d'expérience. Donc c'est le moment où la leadership team de l'entrepreneur construit elle-même sa propre leadership team. Et en plus, c'est là qu'on voit toute la difficulté de monter une boîte, c'est que ça, il a fallu l'anticiper à l'étape 2, quoi. Donc, c'est-à-dire, à l'étape 2, il faut déjà se projeter en disant, OK, le VP que je vais recruter sur telle fonction, il faudra qu'il soit suffisamment câblé, qu'il a tête suffisamment bien faite pour se projeter sur la construction de sa prochaine équipe à lui, quoi.
Donc voilà, première difficulté sur cette étape-là. Et là, j'ai l'impression que il y a un peu une prise de conscience de l'entrepreneur. Alors, d'une part, une prise de conscience sur cette étape-là que tôt ou tard, en fait, l'entreprise va devenir, comment dire, un peu trop grande pour lui. Et donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se rendent compte que fondateur ne veut pas forcément dire manager. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est un point important et c'est souvent des choses qu'on nous fait remonter. J'ai l'impression c'est là que se met en place une vraie stratégie RH. Alors, comme dans toutes les entreprises, tout vient trop tard. Hein. C'est-à-dire que ça vient quand les problèmes sont là. Enfin, comme dans toutes les entreprises, dans toutes les startups en tout cas. Et qu'il y a un peu une prise de conscience qu'il faut peut-être recentrer la stratégie RH autour de l'individu, autour de la rétention des talents, autour du bien-être individuel, du développement personnel et professionnel de ses équipes. Et donc, c'est un peu la phase où nous, on voit, on a beaucoup de boîtes qui mettent en place du coaching individuel, qui en fait, pour réduire le turnover, alors ça c'est pas forcément voulu, mais il y a un peu un effet, et ça j'en discutais d'ailleurs il y a pas longtemps avec le fondateur de Teddybear, qui eux ont mis pas mal l'accent sur cette troisième phase, en gros, faut un peu accepter le turnover. Faut accepter qu'en fait le turnover dans les équipes c'est un succès, c'est une victoire en fait, parce que ça veut dire qu'on vient chasser des talents donc qui sont bons, du coup ça implique que une fois que tu as accepté le turnover, tes talents il faut les nourrir, parce que c'est un peu ce que je disais sur la partie cycle, c'est que plus tu vas les nourrir, plus tu vas les développer, plus ils vont être bons et plus ils sont peut-être susceptibles de partir ailleurs, mais en tout cas ils garderont une expérience incroyable en tête de leurs années chez toi, enfin chez l'entrepreneur. Et du coup, c'est ce qui fait que ça peut entraîner un peu une dynamique positive, quoi. Et finalement, tu te rends compte que c'est à ce moment-là que tu prends conscience de tous ces aspects-là, et c'est à ce moment-là que tu crées un peu de rétention, tu vois. Donc c'est très paradoxal. Et tu disais que c'est à ce moment-là que l'entrepreneur peut souvent se rendre compte de sa propre date de péremption, entre guillemets, ou en tout cas de son propre cycle. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que ça, je pense que c'est quelque chose, on aurait pu faire un épisode entier sur le sujet, qui est extrêmement tabou, hein, dans le milieu entrepreneurial. Alors que, et moi non plus, je ne vais citer aucune personne, tu as raison, vers 50, 100 personnes, moi, je ne compte pas les discussions que j'ai eues là-dessus en coaching, et mes collègues coach de Yaniro également, hein, de personnes qui disent: j'ose pas le dire parce que j'avais fait tout ça pour ça, mais en fait, je sais pas si j'ai très envie d'être patron d'une boîte de 100 personnes, quoi. Ouais, exactement, ouais. Alors, en fait, dans les grandes catégories de fail des CEO sur le développement des équipes et des boîtes, enfin, à horizon à peu près 100 personnes que tu décris, tu as effectivement ça. Tu as les CEO qui finalement ont pas trop envie d'être CEO, hein, et ça ne l'admettent pas, pardon, suffisamment tôt dans l'aventure, alors enfin, je pense, moi en tout cas, qu'il faudrait. Et du coup, ils continuent année après année, levée de fonds après levée de fonds, étape après étape, à être CEO, jusqu'à se rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup trop pour eux. Et donc là, problème, et généralement, il peut arriver qu'il y ait des changements de CEO, etc. Tu as le cas inverse, donc tu as le cas où tu as le CEO qui veut beaucoup trop être un CEO. Et donc là, on peut arriver à des dérives de leadership, de management. Bon, c'est vrai que moi, c'est moins basé sur l'empirique, mais plutôt à des choses qu'on voit passer sur d'autres cas ou d'autres boîtes. Et là, généralement, ça va être le board ou l'entourage ou le coach qui va faire prendre conscience un peu au CEO que il n'a pas finalement l'étoffe d'un CEO. Donc voilà. Ouais, et pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait très très peur pour les entrepreneurs finalement, parce que euh, enfin, faut déjà avoir beaucoup de courage pour se rendre compte qu'on est finalement peut-être pas la bonne personne pour manager 100 personnes. Et il faut aussi se dire que quand tu es sur vraiment les grosses étapes de structuration, et que tu es un fondateur et que je sais pas, que tu as un codir, etc., avec 8 personnes, ça veut pas dire que tu diriges un des pôles. Et donc ça, je pense que c'est très complexe à appréhender psychologiquement pour un fondateur, de se dire, ok, je suis pas un manager, je suis le fondateur. Moi là, maintenant, le mode de management, il est plutôt à la vision, il est plus à l'objectif, il est plus à la tâche, sûrement plus à la tâche, il est vraiment à la vision. Et ça, c'est pas évident pour tout le monde, ouais.
Ouais, il y a une très, très jolie startup qu'on accompagne qui est assez connue et qui est assez grosse, où la phrase préférée du CEO, qui est un excellent CEO par ailleurs, c'est à juste titre à toutes ses équipes, prends l'ownership. Mhm. Il n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Enfin, il l'a fait déjà beaucoup de choses. Il est là pour trouver des personnes qui ont vraiment un incroyable talent, pas comme dans la France un incroyable talent, mais pour de vrai, et leur permettre de prendre confiance dans le pilotage de cette partie de l'entreprise et de leur donner les moyens de la réussite. Donc, et ça, c'est un job à part entière qui est difficile, hein, mais qui est antinaturel pour des gens qui étaient couteau suisse au démarrage. Ouais, ouais, exactement, ouais. Ouais. Et bah écoute, ça c'est pas mal. Donc c'est quoi les compétences ou les qualités clés d'un leader à cette étape-là qu'on n'aurait pas dit. On va pas se paraphraser, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments comme au démarrage il faut apprendre vite. À cette étape-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont particulièrement cruciales? Bah, de ce que je vois, encore une fois, c'est pas des choses qui viennent de moi, mais là, généralement, on se retrouve face à des fondateurs qui sont fédérateurs, intégrateurs. Et donc, quand je parlais de machines bien huilées tout à l'heure, c'est un peu les qualités clés que vont avoir les fondateurs à cette étape-là. Après, faut aussi dire que bon, nous, on est surtout entre les deux, c'est vrai que des boîtes de plus de 100 personnes, on en côtoie. Mais c'est vrai que là, on rentre plutôt dans une logique pas de grand groupe, hein, mais en tout cas de grosses PME. Et alors, peut-être pour terminer, en recentrant sur ton job je sais pas comment tu te décrirais d'ailleurs, leader, manager, chef d'équipe, responsable. Enfin, je pense que tu choisiras le choix de mots qui te plaît le plus. Ouais, Euh, Moi, si je suis un peu la logique qu'on vient de se donner, vous êtes dans une équipe qui est dans la phase pizza garage. ouais. Et ma question, c'est un peu toi, comment tu vis ça? Comment tu te théorises de toi à toi? Et est-ce que des fois, tu es tenté de faire des trucs qui sont finalement des choses qui sont que tu pourrais faire à l'étape d'après, mais qui n'ont rien à faire à l'étape dans laquelle tu es. Ouais, alors complètement. Alors déjà pour répondre à la premier aspect de la question, c'est vrai que moi j'aime pas trop les titres. Donc bon aujourd'hui le titre que j'ai c'est co-directeur. Mais nous on aime bien de manière enfin très inclusive mettre un peu tout le monde au même niveau et impliquer tout le monde dans les décisions. Donc il y a pas vraiment de hiérarchie très structurée dans l'équipe. On est Pour 8, hein. l'instant, on coche la case horizontale que tu m'as donnée à l'étape 1, donc check. Exactement, check. Après, bon, comme tu t'en doutes, hein, on n'a pas un fonctionnement d'une startup, même si on s'en rapproche. Et bien entendu, comment dire, on n'a pas à accueillir ou à intégrer un grand nombre de personnes en très très peu de temps pour faire développer l'activité. Et puis, c'est une fonction, enfin, une activité associative. Hein, donc c'est vrai que il y a pas mal quand même de différences. Mais c'est vrai que moi j'essaie beaucoup de me nourrir et de m'inspirer de ce que font les entrepreneurs. Donc tant dans la mise en place d'une culture d'entreprise, culture de travail, euh, et aussi sur la partie vision. Donc de proposer une vision et d'essayer de manager l'équipe à la vision, à l'objectif, et d'être beaucoup moins présent sur le management à la tâche. Donc voilà, et c'est vrai que moi, il y a une des choses qu'on a pu mettre en place dans l'équipe avec Anne-Sophie, sans qui je ferais rien d'ailleurs, c'est essayer de faire prendre conscience que ce qui est crucial pour notre métier, c'est l'apprentissage, et d'essayer de sublimer en fait chaque membre de l'équipe autour de ces notions d'apprentissage. Euh, Hmm. donc voilà, c'est un peu inspiré de plusieurs concepts, de plusieurs choses que je peux repasser. Donc on en parlait un petit peu avant, mais c'est vrai que tu vois là, je vais faire le parallèle avec les différentes étapes que j'ai décrites dans les boîtes. Moi, il y a un concept que je trouve très inspirant, c'est le concept de classe inversée ou de flipped classroom, en fait, qui implique en deux mots, hein, mais qu'aujourd'hui on inverse un peu la manière dont sont diffusées l'information et comment dire les leçons dans les classes d'école plutôt collège-lycée. C'est-à-dire un professeur, j'allais dire non, alors un professeur qui donne une leçon un peu en mode cours magistral face à une classe d'élèves de 20-30 personnes qui sont complètement passifs, et pour plutôt passer à un fonctionnement inversé où le cours va être plutôt dédié sur le temps individuel de l'élève. Donc il va prendre le temps lui d'apprendre son cours et la phase en classe va être une phase active où il y aura des petits travaux de groupe, des débats ou parfois même des travaux individuels et le professeur va plutôt avoir un rôle de guide pour aider les élèves de manière un peu plus individuelle, ce qui permet eux enfin
en tout cas pour les élèves, de pouvoir progresser sur des éléments en termes d'organisation, de réflexion, de créativité. Et c'est un peu ce qu'on voit dans la phase 3, je trouve, à savoir, maintenant, en termes de ressources humaines, en tout cas en termes RH, management, j'essaie de plus me focaliser sur l'anticipation des besoins des individus au sein des équipes, de leur permettre de pouvoir se développer, d'apprendre des choses, de se former correctement. Et parfois, il y a pas mal de surprises. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc nous, dans l'équipe, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit comment on peut faire pour créer un cadre d'apprentissage qui soit un peu assimilé sous forme de process. Bon, je sais pas si je vais trop loin, tu me dis hein, Non, si. non, non, vas-y. Alors moi, j'ai hâte de voir comment vous faites la classe inversée chez Race Sherpa. Ouais, alors comme on n'est pas dans une école, c'est peut-être un peu éloigné du concept de classe inversée, mais en fait, ce qu'on fait, c'est que, en gros, face à n'importe quel contenu qui peut être apparenté à de l'apprentissage, on essaye de mettre en place une action, un process et du questionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, dans l'équipe, et moi le premier, j'essaye de lire un maximum de choses, de documenter, de synthétiser, d'écrire sur un espace partagé. Donc on utilise un outil qui s'appelle Notion. Dès que je suis confronté à un apprentissage, je prends cette habitude-là de lire, documenter, synthétiser, écrire. Hmm. Ensuite, l'idée c'est de transformer ça en process, et donc de se dire comment je fais pour que cette activité elle soit complètement intégrée à mon métier, et que ça devienne plus un luxe de me dire bon bah en fait la phase d'apprentissage c'est pas partie de mon métier, c'est on top, ce qui est un peu d'ailleurs la formation je trouve dans la culture franco-française est un peu connotée comme ça, c'est-à-dire tu vois souvent on prend 2 jours pour aller se former sur un sujet, voilà. Moi ce que j'essaye de faire, enfin ce qu'on essaie de faire avec l'équipe, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on intègre ça dans notre day-to-day. Donc, c'est de quantifier un espace d'apprentissage. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de se dire, il y a 4 heures par semaine qui sont dédiées à ça. Chacun s'organise comme il veut, individuellement. Un peu comme, tu vois, la classe inversée, quand tu dois être sur ta leçon. Tu t'organises comme tu veux, mais il faut que dans la semaine, tu aies dédié 4 heures à un apprentissage qui soit Hmm. personnel ou, en tout cas, à la limite entre le personnel et le pro, mais en tout cas, qui t'apprenne des choses. Donc, le quantifier et se forcer ensuite à le restituer. Donc, nous, pour le restituer, on utilise une app qui s'appelle Cappuccino. C'est une espèce d'app qui transforme un petit discours que tu fais sur ton téléphone en 3 minutes, un voice message, en une espèce de petit podcast avec une petite musique sympa. Et tu as accès à un groupe fermé sur l'application avec qui tu peux diffuser ça. Et donc, du coup, on met en place ça pour que ça devienne vraiment un process au sein des équipes, parce que c'est la pyramide du learning, c'est un concept hyper connu, mais quand tu restitues aux autres, quand tu mets en application tout de suite un concept que tu as appris, t'en retiens plus de 80%, tandis que tu vois le format court magistral, il y a pas mal d'études qui ont démontré que finalement, quand tu étais dans ce format-là, tu retenais simplement que 5% de l'information. Donc il y a aussi pas mal de, tu vois, je dérive un peu, mais il y a aussi pas mal de sujets abordés sur notre système derrière éducatif, etc. Mais bon, c'est C'est- pas le c'est- sujet. Ouais, non, Ouais. vas-y, vas-y. Non, et la dernière étape, c'est le questionnement. C'est en gros de se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Est-ce que, ok, j'ai appris ça, mais qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je peux développer un esprit critique dessus? Est-ce que voilà, est-ce que j'ai suffisamment bien creusé? Et donc du coup, ça recrée un cycle avec l'étape, tu vois, 1, qui est l'étape d'action. Et donc du coup, voilà, c'est un peu une dynamique qu'on essaye de mettre en place dans l'équipe. Et pourquoi? Et je finirai par ça. Bon, je passe le côté avec toutes les études, les influences, machin, parce que je pourrais citer plein de sources. Mais en gros, c'est surtout de se dire que je pense aujourd'hui, et ça c'est un papier du World Economic Forum, bon, je passe le côté, la plupart des compétences vont évoluer, machin, le digital, tous ces concepts très galvaudés. Mais surtout de se dire, je pense que le apprendre et développer des stratégies d'apprentissage, et c'est d'ailleurs énoncé dans le papier du World Economic Forum, ça va être une des compétences clés pour les futurs managers et pour les futurs cadres du monde du travail dans les 2 à 5 ans à venir. Donc du Hmm. coup, on essaye un peu d'avoir cette dynamique dans l'équipe. Ouais, bah écoute, moi je vais atterrir avec toi sur un point que je trouve très important, parce que je souscris, mais alors à 200% à ce que tu viens de dire. Et ce que je rajouterais, qui est peut-être quelque chose sur lequel certaines personnes ont des questions ou peut-être des fois même une forme de culpabilité ou de gêne, c'est que
l'apprentissage, ce n'est pas que lire des livres. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui, pour plein de raisons, parce qu'ils sont dyslexiques ou autres, ont des difficultés à lire et se disent, bah, du coup, l'apprentissage, c'est pas pour moi, et quelque part se remettre dans un schéma scolaire. Et soyons très clairs, hein, l'objectif numéro un de ce qu'on est en train de faire, ce podcast, c'est de coupler deux canaux auxquels on pense pas beaucoup dans une logique d'amélioration continue. Les deux canaux auxquels on pense pas tant que ça, mais qui sont pour moi de la formation et de la formation en continu, c'est l'audio. Moi, je suis un boulimique de podcasts, d'audio-livres, et c'est beaucoup plus agréable et naturel pour moi que de la lecture dans certains cas, parce que ça s'insère mieux dans ma vie, et je pense que pour certaines personnes, ça sera pas le cas, mais peu importe, en tout cas, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui vous convienne. Et deux, ce qu'on est en train de faire, c'est ni plus ni moins d'échanger avec Noé, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, pour lui poser les questions de est-ce que Noé, tu peux consolider un aspect de connaissance que tu as pour me le partager, ce qui est bénéfique pour Noé et pour moi, parce que Noé, ça l'oblige, comme tu l'as dit, à consolider des choses qu'il connaît déjà bien, et moi, ça me fait apprendre des choses, et en plus, on a appuyé sur le bouton record, ce qui fait qu'on vous le partage à tous. Donc tout ça pour dire que, effectivement, l'apprentissage est clé, probablement, et soyez créatifs dans la manière d'apprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent maintenant. Ouais, exact. Et puis surtout, c'est un vrai fouillis maintenant. Donc, c'est hyper compliqué. Ça va être un des enjeux de pouvoir, il y a pas d'idée de boîte là-dessus, à mon avis, à avoir, mais de pouvoir se repérer dans tout l'espace d'apprentissage qu'il y a de disponible. Et tu as raison, c'est pas que lire. Hein. J'ai oublié plein de sources d'apprentissage, comme ce qu'on est en train de faire là, comme tu l'as dit. Ouais. Tout à fait. Bon, ouais. Ouais, pardon, non, mais pardon, je voulais pas te couper, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, mais j'allais dire, je pensais à un parallèle donc, qu'on a un peu abordé avant le début de ce podcast, mais que j'ai pas trop évoqué sur les trois différentes étapes. C'est un peu l'aspect du coach vis-à-vis des entrepreneurs. Et j'ai oublié ça et ça vient de me revenir. Puis je pourrais peut-être même faire un petit parallèle avec le sport de haut niveau, puisque je suis un peu concerné là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont fait part d'un sujet qui peut parfois paraître un peu tabou, à savoir le sujet d'avoir un vrai coach, ou en tout cas un mentor, tout au long de l'aventure de la vie de la boîte, donc plutôt sur les phases 2 et 3, hein, on va dire, quand on commence un peu à scaler, comme on dit. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font aussi le parallèle avec le sport de niveau, comme je vais le faire, mais c'est vrai que tu vois, dans n'importe quelle équipe sportive, aujourd'hui, il y a des coachs. D'ailleurs, il y a aussi des coachs adjoints. Et généralement, c'est pour faire la balance entre un coach qui va avoir des vraies qualités de leadership, de meneur d'hommes, et parfois un coach adjoint qui va être plus technique, qui va avoir plus d'habilités techniques ou tactiques, et vice versa. Et donc du coup, ce parallèle-là, je l'ai pas trop fait, mais c'est vrai que c'est un des éléments essentiels. C'est très tôt dans la vie de la boîte, parce que comme les sportifs, les entrepreneurs sont très sujets aux, comment dire, j'allais dire des maladies mentales, non, mais sont très sujets non, sont fragilisés, hein, parce que c'est très dur, c'est de la haute performance, hein, globalement. Ouais, exactement. Et je pense que ça, c'est bénéfique, c'est plus développé plus développé, pardon, tu vois, dans les cultures anglo-saxonnes, mais c'est vrai que chez nous, ça reste encore assez peu, je trouve, utilisé. Ouais, et bah, je suis obligé de rebondir là-dessus, parce que c'est quand même notre métier au quotidien. Mais oui, je vais évidemment prêcher pour la jolie paroisse qu'on a créée, mes associés et moi, avec Yann Hiro. Enfin, en tout cas, on fait de notre mieux. Pour dire deux choses, c'est que, oui, évidemment que tout le monde a besoin de... Vous êtes des sportifs de haut niveau, que vous vous en rendiez compte ou pas, chers entrepreneurs, et c'est une évidence que d'avoir quelqu'un qui est à la fois là pour vous aider à faire de l'introspection et vous botter le derrière pour que vous alliez à l'entraînement, et regarder ce que vous êtes en train de faire quand vous avez trop le nez dans le guidon, c'est hyper important. Et que déjà, on parle de coach, enfin, notre métier, mais c'est valable aussi pour un board, les structures d'accompagnement, enfin globalement, avoir de l'accompagnement, c'est très important. Et d'autre part, que, comment dire, globalement, je vais le dire comme ça, c'est un peu anxiogène, mais c'est la réalité. D'un point de vue facteur humain, tout ce qui peut se passer mal en startup va se passer mal à un moment ou à un autre. C'est juste comme ça, parce que c'est très difficile. Mais c'est pas très grave, parce qu'il faut juste l'aborder sereinement en se disant il peut pas faire beau tous les jours, ça peut pas être que mer d'huile, il faut juste se préparer, et puis on va braver les différents remous sur la mer tranquillement. Mais pour ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'y aller tout seul, quoi. C'est pas c'est un peu contre-productif, hein. Ouais, complètement.
Bon, bah, sur ce, je te propose de passer tranquillement à la fin de l'interview. Là, je pense qu'on a fait un bon cycle sur les 3 épisodes de la vie d'un leader en startup et effectivement, version Noé et Alexis. Mais en tout cas, on voit passer pas mal d'histoires et c'est ce qu'on se disait avec Noé, c'est que même si on n'a aucune prétention de théoriser les choses, parce qu'on n'est pas chercheur ou écrivain, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent assez souvent de la même manière, hein. Mhm. Euh, donc peut-être pour arriver à la fin de cette interview, déjà quelqu'un qui a envie de prendre contact avec toi sur Race Sherpa ou sur toi-même, c'est quoi la meilleure manière de te contacter? Moi, clairement, c'est par mail. Donc, mon mail, il est sur mon profil LinkedIn, hein. D'ailleurs, il faut absolument m'envoyer un mail et ne pas me contacter via LinkedIn. Donc, c'est noé.gersanois@rage.co. Et donc, aucun problème pour le diffuser, Alexis. On le mettra dans le lien de la description. Et ensuite, d'un point de vue l'apprentissage permanent, on a bien compris que c'était ta came et que c'était la mienne aussi. C'est quoi le livre, podcast, blog, enfin ressource que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient continuer vraiment à travailler leur leadership personnel? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais peut-être un en ce moment qui te parle. Ouais, bah, il y en a un en ce moment, alors c'est pas axé leadership, mais c'est le livre, enfin, j'ai oublié l'auteur, c'est un ancien journaliste et homme d'affaires, donc plutôt orienté Wall Street, qui a écrit sur Jack Ma et l'aventure d'Alibaba. Donc c'est The House Jack Ma Built. J'essaierai de retrouver le nom de l'auteur. Et alors en 2 mots, pourquoi En fait, c'est une super histoire à raconter sur l'aventure Alibaba, et surtout qui explique, qui met bien l'accent au début sur d'où vient Jack Ma. Parce qu'en fait, moi je connaissais pas l'histoire de Jack Ma typiquement. En fait, il avait monté une boîte avant de monter Alibaba. Il venait d'un milieu très modeste. Il était prof, en fait, prof d'anglais. Et en fait, c'est un gentil rappel que en fait tous les trésors sont effectivement cachés. Et je sais pas, moi c'est un truc qui j'ai adoré ce bouquin et qui a pas mal fait écho parce que ça met notamment l'accent sur la vision très forte que portait Jack Ma et cette capacité qu'il avait à embarquer des gens limite en one shot comme ça, quoi. Mmh. OK, très clair. Et enfin, tu le sais, on considère que la meilleure manière d'apprendre, c'est, d'échanger avec ses pairs. En tout cas, c'est une très bonne manière d'apprendre Mhm. et moi, je te donne notre petit tip, ce qu'on a, dans le podcast Yaniro. On contacte des gens qu'on trouve très inspirants et très impressionnants et après on leur demande qui est-ce qu'eux trouvent impressionnant ou inspirant et ça nous permet de jamais être en manque, de super, personnes pour ce podcast. Et du coup, qui est-ce que tu aimerais qu'on invite, pour prendre le micro à ta place dans un futur épisode? Ouais, alors déjà très flatté de faire partie de ce beau panel que tu décris. Alors, à défaut de citer Anne-Sophie, qui est ma binôme sur Sherpa, non, il y a 2 entrepreneurs que j'ai en tête. Le premier, c'est Quentin Guilluy, qui est le fondateur d'Anjaro, qui a beaucoup de choses à dire, qui lui, tu vois, sur ses méthodes d'apprentissage, d'ailleurs, se pose beaucoup de questions et d'ailleurs couche sur le papier pas mal d'idées et pas mal de choses auxquelles il a été confronté. Donc, je pense que ça peut être un super speaker. Et le deuxième, qui est probablement parmi les entrepreneurs que j'admire le plus, c'est Gauthier Machelon, donc qui est l'ex-fondateur de Multiposting, de Workfor et qui a remonté ensuite 3 boîtes en France et qui continue de gérer ces 3 boîtes. Voilà, parce que lui, en termes d'aventure humaine et comment dire, de diversité de situations auxquelles il a pu être confronté, je pense que c'est une mine d'or, quoi. Eh ben, on va voir si ils ont l'envie et le temps de passer dans le podcast. Mais en tout cas, on les accueillera avec plaisir. Et c'est quoi les questions que tu as envie que je leur pose? Alors, pour Quentin, en fait, on a une petite ligue, je sais pas si tu connais MPG ou Mon Petit Gazon. C'est une Non, petite non, ligue. je ne connais pas. C'est un jeu de football virtuel. Donc, on a une petite ligue avec quelques startups, dont Quentin. Et donc, j'allais lancer un petit pic en lui demandant quand est-ce qu'il allait se bouger côté stratégie footballistique virtuelle. Je lui passerai la question, promis. S'il passe, je te promets que je passe la question. Et puis Gauthier, t'as qu'à lui demander s'il en a pas marre de rien faire avec ces 3 boîtes en même temps. Voilà. De travailler moins avec 3 boîtes que certaines personnes avec un job de salarié, c'est ça? Ouais, c'est ça, quoi. Ah là là, ok. Non, mais je Bah, sais pas comment il fait, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est chapeau, quoi. message reçu, les questions clés seront passées. Écoute Noé, je te remercie beaucoup pour c'était un super moment en ta compagnie. C'était un plaisir d'échanger sur ce sujet et de prendre de l'altitude ensemble sur ces sujets du leadership en startup. Bah moi, il me reste qu'à te dire à très vite et puis bah, à bientôt.
Ouais, ben, grand merci encore une fois de m'avoir invité. Effectivement, c'était passionnant, donc merci beaucoup. Et encore une fois, je salue toute l'équipe et puis tous les entrepreneurs auxquels je pense beaucoup en ce moment. Ouais, allez, à la prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à dans 2 semaines.